vers Slaviansk et Kramatorsk. Sans la prise d'Avdiivka, ça serait revenu à avoir une forteresse imprenable dans le dos, et ça aurait été assez dangereux. Donc il fallait briser ce verrou pour pouvoir avancer. D'ailleurs, on le voit suite à la prise d'Avdiivka, plusieurs villages proches sont tombés les uns après les autres, comme la Stochkino, Severnoye, Tonenkoye. Donc ça a fait un effet domino parce que c'était vraiment, ils avaient verrouillé, ils avaient fortifié ce point-là. Mais en fait, une fois que ce gros nœud-là est franchi, eh bien, derrière, ce n'est plus que des fortifications beaucoup plus légères qui vont avoir beaucoup plus de mal à résister. Et donc, c'est pour ça que c'était aussi important de prendre Avdiivka. C'est en fait comme Popasnaya en République populaire de Lougansk. Une fois que Popasnaya a été prise, l'avancée en République populaire de Lougansk a été beaucoup plus rapide, et c'est ce qui a permis ensuite, eh bien, la prise entre autres de Soledar et de Bakhmout, donc Artyomovsk. Donc c'est en ça que Avdiivka était très très importante. Et puis aussi, c'était une des zones depuis lesquelles l'armée ukrainienne bombardait régulièrement Donetsk, mais aussi Makiivka, la ville qui est un peu plus à l'est. Donc, bien sûr, la prise d'Avdiivka n'a pas stoppé totalement les bombardements contre Donetsk et contre Makiivka, mais il y en a quand même beaucoup moins. Ça a permis de faire diminuer de manière assez drastique le nombre de bombardements sur ces deux villes. Tel néant, on a évoqué tout à l'heure, en termes de cette édition, les objectifs clés retenus par le chef du Kremlin au lendemain, du moins bien avant le démarrage de cette opération militaire spéciale. Il fallait démilitariser l'Ukraine, mais surtout procéder à une forme de dénazification. Est-ce que ces deux objectifs sont encore d'actualité? Comment les évaluer principalement sur le terrain? La démilitarisation, elle fonctionne très activement, puisqu'en fait, lors de son passage dans un mode, on va dire, plus défensif, l'armée russe, en fait, est passée à une guerre d'attrition. C'est-à-dire, toutes les batailles depuis le moment où l'armée russe s'est installée en défensif, c'est devenu vraiment, on va dire, un remake, mais sur un front beaucoup plus grand, la bataille de Stalingrad pour l'armée soviétique et contre l'armée nazie. C'est-à-dire, le but, c'est vraiment de, eh bien, tout simplement, éliminer un maximum de soldats et de moyens d'équipement militaire ennemis, en perdant soi-même le minimum d'hommes et d'équipements. C'est-à-dire, on est passé dans une guerre d'attrition. On est passé dans une guerre d'attrition, et le but, en fait, c'est vraiment de briser la colonne vertébrale de l'armée ukrainienne, comme l'armée rouge avait brisé la colonne vertébrale de l'armée allemande à Stalingrad. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a vu, ce qui s'est passé à Avdiivka, c'est-à-dire il y a eu une très très longue phase de bombardement massif d'Avdiivka, puis seulement après des mois de ce traitement, les forces russes sont passées réellement à l'assaut. Et c'est ce qui a permis cette avancée extrêmement rapide. C'est-à-dire, le but, c'était vraiment de briser complètement la défense. Et puis, une fois qu'il n'y a plus assez, en fait, de personnel pour pouvoir assurer la défense de la ville, eh bien, ensuite, les Russes ont avancé très, très rapidement, une fois qu'ils ont pris Tsarskaya Khota. Après, ils ont avancé très vite vers le centre-ville, vers l'usine, la coquerie chimique, l'usine chimique qui se trouve dans le nord de la ville. Et les Ukrainiens, en fait, ont fui pour éviter l'encerclement et éviter de se retrouver non seulement encerclés, mais en sous-nombre face à l'armée russe. Et donc, c'est une tactique qui marche bien. Donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit que l'Ukraine Mais mène Christelle, maintenant des véritables raids pour recruter de nouveaux soldats, parce qu'en fait, eh bien, ils en ont de moins en moins. ouais, d'accord, Christian, vous parlez d'une guerre d'attrition, mais on a l'impression que c'est un mélange de tout. Autant sur les différentes lignes de front, on a véritablement l'impression que c'est une véritable stratégie pour une stratégie d'usure de la part de la Russie pour, bien entendu, affaiblir davantage l'ennemi ukrainien. Au même moment, on observe une avancée notoire, on l'évoquait d'ailleurs tout à l'heure dans le cadre de la reprise d'Avdiivka. Est-ce que ce n'est pas finalement un mélange de tout, bien au-delà qu'une guerre d'attrition, comme vous semblez bien nous le dire? Mais en fait, c'est une guerre d'attrition. Ce qui se passe, c'est que quand à un moment l'armée russe sent qu'à un endroit elle a suffisamment brisé en fait les défenses ennemies, eh bien elle peut avancer. Tout simplement. Donc c'est ce qui s'est passé à Avdiivka, c'est ce qui se passe maintenant à Rabotino, puisqu'en fait pour essayer de garder Avdiivka, l'Ukraine a envoyé des renforts venant d'autres zones du front vers Avdiivka pour essayer de garder la ville encore un peu de temps.
Et donc, elle a dégarni certaines zones comme le front de Zaporozhye. Et donc, eh bien, à cet endroit-là, il y avait une possibilité d'avancer. Donc, en fait, il y a un côté un petit peu d'avancée opportuniste, c'est-à-dire la Russie reste dans une stratégie globale d'attrition, mais si elle voit qu'à certains endroits, justement, l'attrition a suffisamment bien marché et qu'il y a assez peu de défenseurs en face maintenant et qu'ils peuvent avancer sans trop de pertes, eh bien, ils le font. Et donc c'est pour ça qu'on voit qu'il y a plusieurs endroits du front, ça avance, pendant que le reste pour l'instant en défensif. Donc ça reste toujours dans cette stratégie d'attrition, c'est juste qu'à certains endroits comme Avdiivka, à Rabotino ou face à Artyomovsk maintenant, eh bien dès qu'ils voient que la défense se délite faute de défenseurs, eh bien ils en profitent et ils enfoncent les lignes tant que c'est jouable. Mhm. Xavier, je vous écoute également sur cette stratégie finalement de guerre optée donc par le Kremlin. Christelle parle d'une stratégie d'attrition. Comment est-ce que vous l'évaluez telle cette stratégie-là sur le terrain? Au même moment, on devrait donc opter pour affaiblir le camp d'en face. D'ailleurs, le cas de la reprise d'Avdiivka a laissé voir une armée ukrainienne qui était quasiment moribonde. On l'a vu quasiment à la fuite, même si le président ukrainien semble effectivement dire que cette fuite n'est que la conséquence du manque d'accompagnement de ses partenaires européens, qu'une fois que, bien entendu, cet accompagnement serait d'actualité, elle reviendra effectivement pour tenter de lancer ces contre-offensives purement sporadiques. Comment analysez-vous, Xavier Moreau, cette stratégie de guerre mise en place effectivement par le Kremlin? Je pense que Christelle a bien analysé. Il faut comprendre que fin juin, début juillet 2022, la Russie s'empare et libère la quasi-totalité du territoire de la République populaire de Lugansk, c'est-à-dire Severodonetsk et Lysychansk. Mais à partir de ce moment-là, le Kremlin se rend compte que les Occidentaux ont décidé de pousser Kiev à continuer et que eh bien, son armée est en taille, le contingent russe est largement inférieur au contingent kievien. Je parle des chiffres qui sont annoncés officiellement. En juillet, Reznikov, donc, qui est le ministre de la Défense, juillet 2022, qui est ministre de la Défense ukrainien, annonce qu'il a une armée d'1 million d'hommes. Alors, c'est des effectifs pléthoriques, il y a de tout, qui n'ont pas le niveau, bien sûr, de professionnalisme de l'armée russe, mais c'est tout de même une masse énorme. Et du côté russe, si on en croit l'OTAN, il y a le contingent initial, c'était 160 000 hommes. Vous pouvez rajouter, je ne sais pas, 20 000 soldats des républiques populaires. Christelle pourra le dire mieux que moi. Et donc, en fait, la Russie est en large infériorité numérique. Donc, c'est pour ça que la stratégie, c'est de se mettre en défense. Puisque là, Kiev décide de lancer des offensives essentiellement dans deux directions, l'une vers Kharkov et l'une vers Kherson. Et quand vous lancez une offensive, vous êtes davantage exposé. Donc pour les Russes, ça va très bien, d'autant plus que les Russes, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont une supériorité de puissance de feu significative et qui n'a fait qu'augmenter, notamment par la mise en œuvre à partir de la fin de l'année 2022 et puis ensuite sa généralisation des bombes planantes, c'est-à-dire ce sont des bombes très lourdes qui font entre 500 kg et 1,5 tonne, qui coûtent très peu cher à la production et qui sont envoyées par les avions et qui, avec une dérive et un système GLONASS, c'est-à-dire le GPS russe, eh bien, peuvent dériver jusqu'à 70 et même maintenant 100 km de la ligne de front et s'abattre avec précision sur les fortifications dont parlait Christelle. Donc la Russie est partie de ce principe-là, c'est-à-dire utiliser la puissance de feu sans commune mesure de l'armée russe, qui n'a aucun équivalent au monde, il faut voir les choses, et laisser les Kieviens donner l'assaut. Comme ça, ils seront exposés et ça permettra de les détruire au maximum. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et d'autant plus que la Russie bénéficie d'une tare fondamentale de l'armée ottano-kievienne, c'est que c'est une armée dirigée par des communicants. Quand la Russie, Vladimir Poutine donne l'ordre de se retirer d'une partie de la région de Kharkov, donc en septembre 2022, quand il donne l'ordre équivalent de se retirer de la ville de Kherson et d'une partie de la région de Kherson, donc à l'automne 2022, c'est extrêmement mauvais pour la communication. C'est vraiment un sale coup. Du côté des Occidentaux, on parle de débâcle et tout ça, Vladimir Poutine le savait. Mais il a décidé de laisser les militaires prendre les initiatives et c'est-à-dire de faire une retraite opérative exactement comme avait fait l'armée allemande par exemple en 1917, au début de l'année 1917, la retraite d'Alberic.
ou alors celle de Manstein après la défaite de Stalingrad, où il se retire du Caucase, etc., etc. Donc c'était quelque chose, une manœuvre militaire tout à fait compréhensible, mais comme du côté kievien, on est sans arrêt dans la communication, on est prisonnier de certains objectifs. Et par exemple, aujourd'hui, vous observez ça dans la région de le village de Rabotino. Dans la mesure où l'offensive kievienne a échoué, il n'y a aucun intérêt à tenir le village de Rabotino. Il vaut mieux que l'armée kievienne revienne sur ses bases de départ qui étaient préparées. Mais elle tient Rabotino parce qu'effectivement, une fois que la Russie aura pris Rabotino, c'est-à-dire que le seul gain insignifiant pris par l'offensive kievienne en l'été 2023 aura été perdu. Donc, mauvaise communication. Donc, évidemment, voilà. Et pour revenir également sur AfDFK, ce qu'on peut dire, en plus de ce qu'a dit Christelle, je partage à 100%, c'est que c'est aussi la remise en cause du système de fortification ukrainien qui, dans le Donbass, s'est installé dans les grandes villes, dans les localités. Ce qui prouve deux choses. D'ailleurs, au passage, c'est que les Kieviens ne considèrent pas le Donbass comme leur territoire, parce que quand les Français ont construit la ligne Maginot avant la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait pas un seul village par où passait la ligne Maginot. Vous imaginez, vous expliquez à la population que vous êtes censé protéger que vous allez utiliser les villes et les villages pour faire des fortifications contre l'ennemi. Mais comme évidemment Kiev n'a jamais considéré le Donbass comme une terre ukrainienne ou kievienne, je ne sais pas comment ils se définissent, c'est qu'ils se moquent des conditions de vie des habitants du Donbass, eh bien, donc ils ont fortifié et ils se sont appuyés sur les grandes villes et sur les localités de taille importante, sur les usines, pour faire des lignes de protection. Et ça aussi, ça entraîne qu'il y a un manque de cohérence, puisqu'une fois que ces verrous, comme l'a très bien raconté Christelle, sont tombés, bah derrière, il n'y a quasiment plus rien. Et le problème aujourd'hui, d'après la prise d'AfDFK, c'est que la prochaine ville sur laquelle ils peuvent s'appuyer à l'ouest, c'est Pakrovsk, mais que ce sera beaucoup plus difficile, parce que déjà, ils ont moins de temps, et que, eh bien, en fait, la stratégie défensive qui a été adoptée par l'armée otano-kievienne montre ses limites. Une fois, comme l'a dit Christelle, une fois le verrou d'AfDFK tombé, ça va être très très compliqué pour l'armée kievienne, d'autant plus que, et là aussi Christelle l'a bien analysé, la Russie est très opportuniste sur le front. En ce moment, ils sont en train de pousser à Tchassov-Yar. Si Tchassov-Yar tombe, ce sera encore une catastrophe, mais ça peut très bien arriver de Kupiansk, plus au nord, ça peut très bien arriver de Gouliapol, par exemple, sur le front sud, entre la région de Kherson et celle de Zaporozhye. Donc, la région du Donbass et celle de Zaporozhye. Donc, aujourd'hui, en fait, les mauvaises décisions, il faut dire, les limites qui sont assez impressionnantes de l'état-major otano-kievien. Et quand je dis otano-kievien, c'est surtout otano, parce qu'en fait, les plans des opérations sont faits par l'OTAN, pas par Kiev. Les généraux d'ailleurs ukrainiens sont en fait interchangeables, parce que ce n'est pas eux qui mettent au point les opérations. Eh bien, sont largement limités. Il y a des problèmes de renseignement, il y a des problèmes de coordination des unités. Et puis, si vous voulez, c'est bien de préparer les opérations en Allemagne ou en Pologne, mais à un moment ou à un autre, il faut vraiment être connecté avec ce qui se passe sur le front. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une déconnexion complète entre ce qui se passe sur le front et les états-majors qui décident des plans. Voilà, j'étais un peu long, mais... Alors, mais Christelle, est-ce que ces éléments convoqués par Xavier pris d'une manière qu'elle soit individuelle alors collective justifient aujourd'hui voilà, cette défaite observée sur le terrain? On a parlé d'Avdiïvka tout à l'heure, il y a également le scénario de Lastochkino. Vous allez me reprendre si je ne m'exprime pas assez juste. Lastochkino, on a clairement aperçu des troupes de l'armée ukrainienne prendre véritablement la fuite en abandonnant leur arsenal militaire. Est-ce que c'est ce manque de coordination et de stratégie militaire sur le terrain qui explique bien entendu ces défaites, ou alors il est clairement établi selon des éléments puisés à source, notamment vous qui êtes sur les lignes de front, que l'armée russe est largement au-dessus, voilà, des armées de l'OTAN qui combattent bien entendu du côté de l'Ukraine? C'est un tout, c'est-à-dire qu'à la fois l'armée russe a établi une bien meilleure stratégie. Clairement, on voit d'ailleurs, c'est très 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 drôle parce que
Avant que l'Ukraine ne commence sa fameuse contre-offensive l'année dernière dans la zone de Zaporozhye, on nous vantait donc voilà qu'ils allaient appliquer, que les soldats ukrainiens allaient appliquer ce qu'ils ont appris avec l'OTAN, qu'ils allaient pouvoir utiliser les armes fournies par l'OTAN, qu'on allait voir ce qu'on allait voir et que dans un mois ils seraient en Crimée. Bon, on a vu 6 mois après ce qu'il en était, ça a été une catastrophe, ça s'est pas bien passé. Résultat, tout le monde s'est dédié et chacun se rejette la faute les uns sur les autres. Hein. Donc les Ukrainiens reprochent à l'OTAN de pas les avoir bien formés, de pas leur avoir donné assez d'armes, et l'OTAN leur dit mais en gros vous avez pas fait ce qu'on vous a appris. Bon, en fait, en réalité, ils ont exactement fait ce qui leur a été appris, mais on le sait par un certain nombre de prisonniers ukrainiens qui ont témoigné. Les formations dispensées par les armées de l'OTAN, entre autres l'armée britannique, duraient à peine quelques semaines. Vous ne pouvez pas former des soldats à partir de gens qui ont été pris dans la rue, dont certains ont été emmenés de force jusqu'au commissariat militaire. Vous ne pouvez pas en faire des soldats motivés et coordonnés en quelques semaines, voire même en quelques mois. Ce n'est pas possible. Enfin, je veux dire, c'est une gageure. Donc, et le problème, c'est que la plus grosse partie de l'armée ukrainienne qui était expérimentée, celle qui combattait dans le Donbass depuis 2014, qui avait donc une expérience du combat, elle a été détruite en très grande partie dès 2022. Et donc, ce qu'il en restait a été broyé ensuite en 2023 dans cette contre-offensive et dans la prise d'Artyomovsk-Bakhmut. Donc maintenant, ils se retrouvent avec des soldats qui sont totalement inexpérimentés. Ils commencent maintenant même à prendre les femmes, qui ont jamais manié une arme de leur vie et qui sont envoyés sur le front après une formation absolument minimaliste. Bon, vous pouvez pas élaborer des grands plans contre ce qui est quand même, je le rappelle, d'après les classements internationaux, la deuxième armée la plus puissante au monde. Je parle de l'armée russe, en espérant que ça va bien se passer. Ça va pas bien se passer du tout. Et puis surtout, les armements, comme l'a dit Xavier Moreau, qui ont été fournis à l'Ukraine sont en très grande partie des antiquités. Je veux dire, même les chars Léopard qui ont été fournis à l'Ukraine, en grande majorité, c'était des Léopard 1. C'est pas les derniers modèles. Pareil pour les Abrams américains ou les véhicules français, je veux dire. Et les Césars, ils en ont reçu, je crois, 18, enfin une vingtaine. C'est pas avec 20 canons que vous changez le cours d'une guerre. C'est absolument ridicule. Je veux dire, quand vous regardez le nombre de canons d'artillerie, de lance-roquettes multiples, etc., dont dispose l'armée russe, on parle de milliers, de dizaines de milliers de pièces. Donc c'est là qu'on voit la disproportion. Et cette disproportion, elle est aussi visible au niveau de l'industrie militaire. Quand on voit que l'industrie occidentale n'arrive pas à suivre le rythme et à produire la quantité d'obus et de roquettes dont l'Ukraine aurait besoin pour être à égalité sur le plan ne serait-ce que de l'artillerie avec la Russie. Donc c'est un tout en fait, c'est-à-dire l'OTAN a surestimé ses forces, surestimé celles de l'Ukraine, sous-estimé celles de la Russie, et les stratégies élaborées étaient mauvaises. Et entre autres, élaborer des stratégies, comme le disait Xavier Moreau, à Berlin ou à Varsovie, alors que les réalités du terrain, entre autres, eh bien, c'est la boue, la Rasputitsa, et puis les défenses russes qui ont été très très bien élaborées et la supériorité en termes d'artillerie, eh bien, tout ça vous donne un cocktail parfait pour une catastrophe militaire. Avec vous, Christelle Néant, vous semblez donc effectivement nous présenter, permettre d'avoir une vue panoramique, en tout cas d'un certain nombre de mesures prises effectivement par la Russie qui permet aujourd'hui à cette Russie de sortir d'ailleurs victorieuse de ce conflit. Xavier Moreau en parlera d'ailleurs dans le cadre de son ouvrage qui paraîtra dans les jours qui vont suivre. Mais je reviens sur les objectifs et Xavier l'a dit tout à l'heure dans sa précédente intervention. Est-ce que dans le fond on n'est plus désormais prisonnier d'un certain nombre d'objectifs puisque voilà, vu de loin on s'interroge à quand la fin, puisque sur le terrain on nous fait savoir sur les différentes lignes de front que la Russie gagne de l'espace chaque jour. Elle réussit d'ailleurs à posséder certaines zones assez stratégiques. Mais jusqu'où va donc cette stratégie militaire russe? Ça va aller jusqu'à l'obtention de la réalisation de ces objectifs qui ont été définis par Vladimir Poutine au début, c'est-à-dire jusqu'à la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine. Et si pour cela ça implique que la Russie doit avancer encore plus à l'ouest, eh bien elle le fera.
Ce qui se passe, et on le voit aujourd'hui, c'est que de plus en plus l'Ukraine utilise ce qui lui reste d'accès à la mer Noire, entre autres vers Odessa, pour mener des attaques vers la Crimée, vers la flotte de la mer Noire, avec des drones aquatiques, entre autres, qui sont fournis très largement par les Occidentaux et entre autres les Britanniques. Et donc, eh bien, ça veut dire que pour arriver à démilitariser l'Ukraine, et c'est ce qui a été dit récemment, entre autres par Dmitri Medvedev, eh bien, ça va pousser en fait la Russie à aller de plus en plus vers l'ouest, jusqu'à Odessa, pour couper complètement l'Ukraine de son accès à la mer, ce qui lui permet d'attaquer la Crimée et la flotte de la mer Noire. Donc, je veux dire, plus l'Ukraine tarde à entamer des négociations et à se mettre d'accord avec la Russie sur un accord de sortie de crise, et plus elle va perdre de territoire. Et ça, c'est ce que j'ai dit dès le tout début de l'opération militaire spéciale, et on voit que c'est ce qui va se réaliser. C'est-à-dire que la Russie ira jusqu'au bout de ses objectifs. La Russie n'acceptera pas un conflit gelé en mode accord de Minsk 3. Ça, c'est hors de question pour elle. Les autorités russes sont bien conscientes que le but de l'OTAN, ça va être de geler le conflit pour ensuite refourbir l'Ukraine, comme ils l'ont fait pendant les 8 ans des accords de Minsk, pour ensuite la relancer de nouveau contre la Russie. Donc la Russie ira jusqu'au bout de ses objectifs, c'est-à-dire démilitarisation et dénazification de l'Ukraine. Pourquoi? Parce que tant que l'Ukraine reste dirigée par des gens qui appliquent une politique définie par des néo-nazis et qui est armée jusqu'aux dents par l'OTAN, cela représente un danger existentiel pour la Russie. Et donc la Russie ne peut pas se le permettre. Xavier Moreau, est-ce que cela sous-entend clairement que la Russie pourrait frapper aux portes de Kiev? Moi, je vois plus la Russie en fait faire ce que les Allemands nous ont malheureusement fait en 1940, c'est-à-dire détruire l'armée ukrainienne, comme les Allemands ont détruit notre armée. Et après, une fois que les forces armées ukrainiennes sont détruites dans leur grande majorité, elle ira où elle voudra. Et elle imposera par la force sa volonté au gouvernement kievien, quel qu'il soit. Et donc là, oui, peut-être qu'à ce moment-là, l'armée russe défilera à Kiev. Mais je suis d'accord avec Christelle, pour moi, l'objectif, en tout cas militaire, principal aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la Nouvelle-Russie, c'est-à-dire tous ces territoires qui partent de Kharkov jusqu'à Odessa. Et priver l'Ukraine d'accès, de ce qui restera de l'Ukraine, privé d'accès à la mer Noire. Et de toute manière, que l'armée russe défile à Kiev ou pas, la guerre sera emportée par la Russie. Comme j'ai écrit dans mon livre, c'était prévisible dès le 24 février 2022. Il suffisait juste de faire un calcul des potentiels militaires, industriels, militaro-industriels et politiques. Et donc, si jamais les Occidentaux avaient été raisonnables, la guerre se serait arrêtée en avril. Sauf que Boris Johnson et Washington en ont décidé autrement. Et donc, l'Ukraine n'aurait finalement perdu que les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, et la Crimée qu'elle avait déjà de toute manière complètement perdue. Donc, elle aurait même conservé un accès à la mer d'Azov par le port de Berdyansk, par exemple. Et elle s'en serait pas si mal sortie, sachant qu'en plus, elle n'avait absolument pas appliqué les accords de Minsk qui auraient dû être accomplis, je le rappelle, le 1er janvier 2016. Donc les Russes ont été extrêmement patients. Donc voilà, le résultat de tout ça, eh bien, c'est que l'Ukraine va perdre la guerre. Ça, c'est évident, mais pas seulement l'Ukraine. L'Occident va perdre la guerre, l'OTAN va perdre la guerre. Je vous rappelle que la fin de l'année 2022, l'été 2022 ou automne 2022, Zelensky s'est rendu à Washington et a dit à Joe Biden, ce qui n'était pas très heureux de sa part, notre victoire sera la vôtre. Eh bien, je suis bien d'accord, sauf que ce n'est pas la victoire qui va être celle des États-Unis, ça va être la défaite de Kiev sera celle de Washington. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que vient de dire Chuck Schumer, qui est le président du groupe parlementaire démocrate au Sénat, qui a dit, mais attendez, il faut absolument qu'on débloque ces 60 milliards, parce que si l'Ukraine perd, c'est notre défaite. Et donc, c'est pour ça que vous avez aujourd'hui toutes les élites occidentales qui sont en émoi. C'est pour ça que vous avez, pour revenir à votre question initiale sur Emmanuel Macron, vous avez toute la classe gouvernante occidentale qui est en train enfin de se rendre compte que, en fait, cette défaite de l'Occident collectif, de cette coalition de 50 pays, hein, c'est même plus que l'OTAN, contre un seul pays qui s'appelle la Russie,
eh bien, ça va avoir des conséquences du point de vue politico-stratégique. Ça en a déjà. On voit la montée en force du Sud global. Et surtout, ça va remettre en cause l'OTAN qui s'avère être une mauvaise alliance militaire et finalement n'est rien d'autre qu'une alliance politique, une alliance de soumission des États européens à l'hégémon de Washington. Donc là, oui, la Russie est certaine de l'emporter. L'Ukraine est certaine de perdre. Et Christelle évoquait la faiblesse de la capacité des capacités militaires-industrielles occidentales. Mais à côté de ça, il faut rajouter aussi que plus que des obus, aujourd'hui, ce dont a besoin l'Ukraine, ce sont de soldats. Et nous n'en verrons pas de soldats. Dans mon livre, je fais la comparaison avec la guerre de Crimée, donc au XIXe siècle, entre 1853 et 1856. La France avait envoyé 315 000 soldats. Elle a eu entre 85 et 95 000 morts. Plus personne ne fait ça aujourd'hui. Vous comprenez? 300 000 soldats, c'est plus que toute l'armée française réunie, marine, aviation. Et nous n'en verrons pas de soldats mourir sur le territoire kievien. Personne de l'OTAN n'en viendra. Hier, suite à la déclaration hallucinante de Emmanuel Macron, tout le monde a bien dit, y compris les Polonais, on n'en verra personne mourir en Ukraine. Et donc, on en est là. Donc, en fait, il y a eu une sous-estimation de la puissance russe, de sa puissance militaire, économique, etc. Une mésestimation de la qualité de la diplomatie russe, qui fait que la Russie n'a jamais été isolée et qui fait que cette défaite va résonner dans le monde entier et va être un accélérateur de l'histoire, et notamment, encore une fois, la montée du Sud global, le recul du G7, et ça va changer fondamentalement le monde dans lequel on vit. Je reste avec vous. Et vous l'avez d'ailleurs dit dans votre prise de parole, cette défaite ne sera pas celle de Kiev, mais davantage celle de Washington. Et l'ouvrage, on a d'ailleurs en image, en entendant certainement de mieux l'exploiter, qui revient autour donc de cette victoire certaine de la Russie finalement sur Washington, pour être cohérent avec votre analyse. Alors pourquoi l'Ukraine, du moins de votre point de vue, l'Ukraine, pourquoi la Russie a gagné? Vous exprimez au passé composé, alors que certains émettent encore, bien entendu, des réserves sur cette victoire de la Russie sur l'Ukraine. Xavier, en quelques mots, quels sont les éléments factuels que vous convoquez pour, bien entendu, mettre en lumière cette victoire de la Russie sur l'Ukraine? En fait, si vous voulez, mon principe de raisonnement a été celui des historiens de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un consensus historique maintenant qui dit que finalement Hitler avait perdu la guerre en septembre 1939, à partir du moment où l'Angleterre puis la France le lui ont déclaré. Pourquoi? Parce que tôt ou tard, il se retrouverait face aux forces coalisées de Washington et de l'Union soviétique et de l'Angleterre, et puis finalement même la France qui est revenue à la fin dans le jeu. Donc ça, c'était une évidence. Et en fait, j'ai fait le même calcul de potentiel. Et je me suis aperçu que finalement, les erreurs d'Hitler étaient les mêmes que celles de l'Occident collectif. Alors, je ne compare pas Hitler et l'Occident collectif du point de vue de l'idéologie. C'est deux idéologies différentes, ce n'est pas la question. Je dis qu'on peut faire un parallèle entre les erreurs d'appréciation qui ont été commises. Hitler, par exemple, était persuadé que l'Angleterre finirait par être son allié. Et c'était dans Mein Kampf. Hitler était persuadé que l'URSS allait s'écrouler, qu'il suffirait de rentrer dedans pour que tout s'écroule, etc., etc. Et tout ça, c'est pas arrivé. Hitler a sous-estimé la complexe. Il ne connaissait même pas le complexe militaro-industriel soviétique, ni la capacité industrielle soviétique. Il s'attendait à arriver dans un pays sans usine, sans rien. Et il s'est avéré que les soviétiques produisaient 10 fois plus de chars que l'Allemagne. Et il y avait en plus des ressources inépuisables en matière première, etc., etc. Donc, je suis parti de ce raisonnement-là. Et évidemment que l'Ukraine seule contre la Russie n'avait aucune chance. D'ailleurs, en fait, la guerre aurait dû s'arrêter encore une fois en avril. Même, d'ailleurs, 24 heures après le début de l'opération spéciale, Zelensky veut négocier. Il faut se rendre compte, c'est la première fois dans l'histoire, je dirais, militaire, que déjà vous avez un pays qui en attaque un autre
avec 1 contre 3, puisque le contingent russe était inférieur de 3 fois à ce que l'Ukraine alignait en face, et pourtant s'empare d'une bonne partie du territoire, et de 2, qu'au bout de 24 heures, Kiev est prêt demande la négociation. Donc évidemment que l'Ukraine n'avait eu aucune chance contre la Russie, que ça aurait dû s'arrêter en avril. Et après, la question se pose également de savoir est-ce que l'OTAN peut compenser cette faiblesse industrielle, militaire de l'Ukraine? Et là aussi, la réponse était non. Pour la raison, je l'ai donnée, c'est-à-dire que nous n'enverrons pas de soldats. Or, l'Ukraine alors était officiellement un pays de 43 millions d'habitants. En vérité, au début du conflit, ça devait être 33 millions et encore en comptant large. Aujourd'hui, c'est moins de 20 millions, vraisemblablement autour de 20 millions. Donc, on ne peut rien faire contre un pays de 150 millions d'habitants qui de plus a des ressources quasi illimitées. Voilà. Donc, pour cette raison-là, et pour la raison aussi parce que il se trouve que j'ai travaillé avec le complexe militaire-industriel russe et que je connais et aussi le complexe militaire-industriel français, je savais très bien que s'imaginer que la Russie allait manquer d'obus, de missiles, de chars, c'était du grand n'importe quoi. Alors qu'en revanche, côté français notamment, et pourtant l'armée française est considérée comme la première ou la deuxième armée d'Europe, enfin en gros entre l'Angleterre, l'Allemagne et la France, eh bien on n'avait pas du tout la ressource industrielle, et c'était même officiel, puisque juste avant le début de l'opération militaire spéciale, le 17 février 2022, il y a eu un rapport parlementaire sur est-ce que la France est prête à la guerre de haute intensité. Et en fait, en gros, ce qui est ressorti, c'est qu'on avait 4 jours de munitions. Et pour l'instant, on n'a pas quasiment pas augmenté nos capacités. Parce que pour augmenter nos capacités, il faut investir beaucoup d'argent. On n'en a pas. Et en plus, les complexes militaires industriels, ils veulent avoir des garanties de livraison. C'est-à-dire, ils veulent bien investir 250 millions de dollars pour une ligne de production d'obus. Mais si jamais la guerre s'arrête dans un an, qu'est-ce qu'on en fait? Et qu'est-ce qu'on va faire des obus? Donc, les choix qui ont été faits stratégiques et industriels font que, encore une fois, le 24 février, la Russie avait déjà gagné la guerre. Pourquoi est-ce que les OTANiens ont décidé malgré tout de continuer? Alors ça, c'est mon hypothèse. Je pense qu'ils ont également sous-estimé l'économie russe. Ils étaient persuadés qu'en mettant des sanctions, comme l'a dit Victoria Nuland, comme la Russie n'en avait jamais vu, ça allait provoquer, comme l'a dit Bruno Le Maire, l'effondrement de l'économie russe. Et donc, il était question de tenir entre 3 et 6 mois. L'économie russe allait s'effondrer, les gens allaient descendre dans la rue, Poutine perdait le pouvoir, Navalny était président, et on pouvait découper tranquillement la Russie. Et c'est pas du tout ce qui s'est produit. Et ça aussi, c'est pour ça que, encore une fois, dans mon Alors, livre, Xavier, vous nous dites clairement que voilà, l'Europe s'est littéralement trompée sur les indices économiques de la Russie aujourd'hui, c'est qui leur véritablement fatal aujourd'hui, parce que le rapport de force, il est véritablement décadent, du moins en faveur de la Russie. L'effort de guerre européen ne parvient même pas à pouvoir soutenir l'un de leurs, parlant de l'Ukraine. Et donc, clairement, les stratégies mises en place par l'Occident aujourd'hui n'ont clairement pas marché. Le régime de sanctions n'a pas produit les effets escomptés. La Russie, de votre point de vue, quand on convoque dans ces événements, ces éléments, a finalement remporté sa guerre, quoi qu'il en soit. Oui, tout à fait. Je dirais même non seulement les sanctions n'ont pas touché la Russie, mais elles l'ont aidé à accélérer son hyper-industrialisation et à localiser toute une partie de sa production. Notamment, il y a un grand programme aéronautique. Normalement, à partir de cette année, on a déjà vu arriver, par exemple, les Tupolev 214 qui vont remplacer à terme tous les Airbus et les Boeing qui volaient en Russie. Il y a un programme de 600 avions d'ici 2030. C'est ce qui va se passer dans l'automobile, c'est ce qui se passe sur les machines-outils, c'est ce qui se passe même sur les semi-conducteurs, mais là, heureusement, la Chine donne un coup de main, ce à quoi également les Occidentaux ne croyaient pas. Donc, non seulement la Russie n'a pas été touchée par les sanctions de manière durable, mais en plus, elle utilise ces sanctions, comme elle a fait en 2014 et en 2015, pour faire un saut qualitatif dans son économie.
Allez, Christelle, je vous permets de réagir effectivement à la suite de Xavier qui, lui, il a une vue beaucoup plus élargie, une vue assez holistique, en tout cas de la situation qui va au-delà des lignes de front pour évoquer notamment cette victoire de la Russie. Elle va au-delà de la reprise, en tout cas des territoires. C'est une économie qui a été consolidée. Voilà, c'est une politique intérieure qui a été davantage affermie, ce qui lui permet aujourd'hui de pouvoir, bien entendu, voir une Russie davantage beaucoup plus grande à tout point de vue sur le plan diplomatique même d'ailleurs, qui est de plus en plus conquérante. Quelle lecture faites-vous davantage à la suite notamment de ces événements que traverse la Russie depuis le début de son opération militaire spéciale en Ukraine? Ben, comme le disait Xavier, non seulement la Russie en sort grandie, les sanctions lui ont permis d'accélérer ce qu'ils ont appelé la substitution des importations, c'est-à-dire de produire au maximum localement ce qui était auparavant importé de l'étranger. Mais même d'un point de vue diplomatique, on voit que l'utilisation, entre autres, du dollar comme une arme économique par les Occidentaux et un peu par Washington, eh bien, mène à une accélération de la dédollarisation du monde. Donc, un certain nombre de pays se débarrassent de leurs bons du Trésor américain, ne veulent plus commercer en dollars. Ça a accéléré les accords de commerce en bilatéraux en monnaie nationale, entre autres au sein des pays des BRICS, mais pas seulement. Et donc, en voulant à tout prix garder son hégémonie, eh bien, les États-Unis ont en réalité accéléré la création du monde multipolaire que promeut la Russie, que promeuvent les BRICS. On le voit donc avec les multiples aussi punitions contre les sportifs russes qui ont abouti à quoi? Eh bien, la Russie a créé ses propres jeux internationaux dans lesquels de nombreux pays sont venus participer. Et donc, au fur et à mesure, eh bien, le modèle occidental est en train de s'effondrer. Et donc, un nouveau modèle de fonctionnement du monde, un nouveau modèle pour les relations entre les États est en train d'émerger. Et plus l'Occident s'enfonce dans ses tentatives de maintenir, on va dire, cette hégémonie, et plus, en fait, ils accélèrent l'arrivée de ce nouveau monde multipolaire. Et donc, c'est tout bénéfice pour la Russie aussi, puisque la Russie soutient ce mode de fonctionnement du monde, parce que la Russie a compris qu'il vaut mieux un monde dans lequel il y a plusieurs pôles de force qui sont capables de discuter entre personnes intelligentes et sensées pour défendre de manière diplomatique leurs intérêts et trouver des accords et des compromis, que d'être sous la coupe d'un monde dirigé par un hégémon occidental qui considère qu'il a le droit de faire tout ce qu'il veut. Alors, Christelle, évoquons un autre pan de cette réalité russe, c'est davantage le cas de la censure médiatique qui a été bien entendu à l'ordre du jour au lendemain du démarrage de cette opération militaire spéciale. D'ailleurs, International Report a longuement relayé les cas de ces sanctions illégitimes qui ont donc frappé certains sites d'information, certains comptes privés, certains comptes Twitter et Instagram, j'en passe. Le cas le plus éclatant est notamment l'entretien accordé par Vladimir Poutine à Tucker Carlson, notre confrère américain. On a vu, je vous vois sourire, tout le tollé médiatique qu'il y a eu derrière notamment cette interview, les menaces de sanctions qui ont été longuement annoncées, même si elles n'ont pas été finalement mises en exécution. Mais comment expliquer finalement cette volonté occidentale de vouloir maintenir un même son de cloche 2 ans après, même lorsque toute l'Europe aujourd'hui est au fait de ce qu'il y a une véritable machination derrière, bien entendu, j'ai envie de dire le contexte russe, ou alors le contexte ukrainien. Eh ben oui, parce que le narratif occidental, et on s'en rend compte, est extrêmement fragile. Ça tient beaucoup sur d'énormes mensonges, sur des contre-vérités totales. Et pour que ce narratif puisse continuer à fonctionner, en tout cas sur un certain nombre de personnes, puisqu'on voit qu'il fonctionne de moins en moins, eh bien, il faut qu'il n'ait pas de concurrent. Il faut qu'il n'y ait pas de son de cloche dissident. C'est d'ailleurs ce qu'a fait aussi l'Ukraine, hein, avant même le déclenchement de l'attaque contre les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Qu'est-ce qu'a fait Zelensky? Il a muselé la presse. Il a fait fermer tous les médias d'opposition, tous ceux qui le critiquaient, tous ceux qui étaient contre sa politique ont été fermés, même bien avant que l'armée ukrainienne ne commence à recevoir en masse des armes de l'OTAN et à rassembler de plus en plus de forces sur la ligne de front. Et on voit la même chose côté occidental, c'est-à-dire
on voit une tentative d'imposer un narratif unique en mode Pravda pour essayer de lobotomiser les masses. Sauf que ça marche de moins en moins. Je veux dire, de moins en moins de gens regardent le journal télévisé, de plus en plus suivent les informations via Internet, entre autres la jeune génération. Et donc, il y a des tentatives assez puériles. On a vu là récemment donc la France qui a censuré une vingtaine de chaînes Telegram pour soi-disant désinformation, parce que eh bien le narratif officiel il est très très fragile. Je veux dire là, je vais publier bientôt une vidéo sur entre autres les fausses informations que les médias français et francophones de manière générale relayent sur les élections russes et le système politique électoral russe. Et on voit qu'en énonçant quelques faits, eh bien tout ce château de cartes s'effondre. Et c'est le problème des narratifs qui sont comme ça, basés sur d'énormes mensonges, sur l'émotion et des faits complètement déformés, etc. Eh bien, dès que quelqu'un va commencer à dire la vérité avec des faits qui sont étayés, vérifiables, eh bien, le narratif, il se casse la figure. Et c'est pour ça d'ailleurs que très vite, la France a censuré, par exemple, Russia Today. Russia Today qui a été un caillou dans la botte française dès les manifestations des Gilets jaunes, dès le mouvement des Gilets jaunes. Pourquoi? Parce que là où tous les médias français relayaient, on va dire, la vision du gouvernement en minimisant ces manifestations, Russia Today, en filmant simplement, même sans commentaire, les manifestations montraient que là où le gouvernement annonçait qu'il y avait genre 500 personnes, en fait, ils étaient des milliers, voire des dizaines de milliers. Et donc, les gens se sont rendus compte que le gouvernement leur mentait de manière assez éhontée et les prenait pour des idiots. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ces tentatives de censure, parce que, eh bien, les gouvernements occidentaux, c'est toujours une volonté de maintenir ce narratif, de maintenir les gens dans la peur, comme ils l'ont fait avec le coronavirus. Là, maintenant, c'est la peur de la guerre avec la Russie, pour justifier d'envoyer des milliards à l'Ukraine pendant que les agriculteurs français n'arrivent plus à vivre de leur travail, pendant que on dit aux gens qu'il faut se serrer la ceinture, qu'il n'y a pas d'argent pour les retraites, qu'il n'y a pas d'argent pour l'hôpital, qu'il n'y a pas d'argent pour les écoles, mais on va envoyer plusieurs milliards d'euros à l'Ukraine. Et donc, pour justifier ça, pour que ça ne vire pas en révolte populaire en France, eh bien, il faut maintenir la population dans l'ignorance de la réalité. Et c'est pour ça qu'on voit cette censure qui est complètement contre-productive. On l'a vu avec l'interview de Tucker Carlson. Ça a fait un véritable effet stressant. Et résultat, la vidéo a été vue des centaines de millions de fois en à peine 24 à 48 heures. Alors, Xavier, je vous écoute également sur cette guerre médiatique, mais je voudrais avec vous, Xavier, que l'on puisse évoquer un pan assez important lorsque les médias mainstream n'ont pas réussi, bien entendu, à faire taire certaines voix. Elles procèdent très rapidement à la manipulation des chiffres. Et c'est là on l'a eu ces dernières heures sur le cas des blessés ou alors des décès, notamment dans les deux cas. On a vu comme une espèce de surenchère et même une volonté nette de la part des médias mainstream. D'ailleurs, dans la dernière prise de parole, je crois bien, de M. Volodymyr Zelensky, il laissait véritablement entendre qu'il y aurait fatalement plus de morts côté russe que du côté ukrainien. On a envie de se poser cette question idiote. Comment est-ce que quelqu'un est en train de gagner du terrain, de repousser clairement votre armée, peut accuser autant de morts que celui qui subit bien entendu la puissance de feu au quotidien? C'est ça, en fait, si vous voulez, faut être très prudent sur les chiffres des morts, mais il y a un rapport de feu qui est reconnu depuis le début du conflit, hein, les premières sorties côté ukrainien en disant les Russes tirent 6 à 8 fois plus d'obus que nous, c'était dès 2022. Et ça n'a pas changé. Il y a, à certains moments, au moment de l'offensive en été, il y a eu une concentration des forces côté kievien, donc ils arrivaient à peu près à l'équilibre avec les Russes, par exemple dans la région de Zaporozhye, près de Rabotino, mais globalement, ça a toujours été en large infériorité numérique. Donc c'est pas possible que Kiev ait moins de pertes que les Russes qui ont une supériorité de feu de quasiment maintenant, je pense qu'on va arriver à du 10 contre 1. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, les pertes russes, elles ont eu lieu essentiellement au moment lorsque l'armée russe était à l'offensive. Donc, c'est-à-dire tout au début du conflit,
Et ensuite, si vous regardez les statistiques, notamment ceux de la BBC en russe, hein, qui fait une analyse, et ensuite au moment de Bakhmout, où là, effectivement, il y a eu beaucoup de pertes de chaque côté. À cela, il faut ajouter également que les républiques populaires, tout au début du conflit, ont mobilisé de 18 comme Kiev fait maintenant, c'est-à-dire que de toute la population, y compris la plus jeune, y compris la moins formée. Donc là aussi, il y a eu beaucoup de pertes. Mais globalement, ça n'a rien à voir avec ce que Kiev a subi. Et déjà, notamment en 2022, au moment où Kiev monte à l'assaut, Kiev a donné l'assaut sur les régions de Kharkov et sur sur la région de Kherson pendant tout l'été, y compris avec des véhicules dont je parlais de mauvaise qualité, comme le VAB, qui ne sont absolument pas protégés, ou la MX-10, ou ce que vous voulez. Donc des véhicules à roues, des véhicules qui sont faits pour faire plutôt des opérations de maintien de l'ordre dans des pays qui n'ont pas des armées équivalentes de l'armée russe, etc. Donc tout ça, ça a coûté très cher en vie humaine. Et en plus, c'est pas moi qui le dis, c'est le général Boudanov, qui est le chef du renseignement militaire ukrainien, c'est le général Marchenko, qui est membre de l'état-major ukrainien, qui ont répété que les meilleurs soldats les plus motivés étaient morts en 2022. Donc, c'est-à-dire que toute l'année 2023, l'armée ukrainienne a combattu avec des soldats qui étaient moins bons, moins motivés qu'en 2022. Et en plus, pendant toute l'année, une bonne partie de l'année 2023, l'armée ukrainienne était à l'offensive. Et donc, c'est-à-dire que c'est là où elle a été le plus vulnérable, où les pertes sont les plus importantes. Donc, vous imaginez, vous êtes à l'offensive, donc à découvert, exposé, face à une puissance de feu qui vous est entre 6 à 10 fois supérieure. Donc, évidemment qu'il y a infiniment plus de pertes ukrainiennes que de pertes russes. À cela s'ajoutent des déclarations, encore une fois, du côté ukrainien, comme par exemple celle le 9 janvier dernier de Yuri Lutsenko, qui est l'ancien procureur général d'Ukraine, hein, que Joe Biden avait mis en place d'ailleurs pour éviter qu'il y ait des poursuites contre son fils juste après Maïdan, et donc qui est un fanatique bandériste, qui veut la solution croate, c'est-à-dire l'épuration ethnique du Donbass, etc. Donc on ne peut pas le soupçonner d'être pro-russe. Il a dit le 9 janvier qu'il fallait dire aux Ukrainiens la vérité, c'est-à-dire qu'il y avait eu 500 000 blessés graves et morts du côté ukrainien. Et je pense que ce chiffre est assez réaliste. C'est un chiffre aussi qu'on entend du côté des États-Unis. Mais le problème, si vous voulez, c'est que augmenter les pertes de son adversaire, je dirais, c'est de la propagande de guerre. Notamment dans mon livre, je cite un collaborationniste français, Marcel Déat, et qui, au lendemain de la défaite de Stalingrad, explique que c'est pas grave, les Allemands ont 100 divisions en réserve, 50 000 chars, et puis ce qui compte, c'est de reculer en tuant le maximum de Russes. Donc en fait, Kiev explique le leitmotiv, c'est la victoire à la Pyrrhus. C'est-à-dire, oui, bon, c'est vrai que les Russes, ils sont plutôt en train de gagner en ce moment, mais ça leur coûte tellement cher que, c'est pas grave, à la fin, ils n'auront plus d'armée. Le problème, c'est qu'il y a un pays qui mobilise, qui court après les gens dans la rue, et il y en a un autre qui a mobilisé une fois, en octobre-novembre 2022, et qui depuis n'a plus mobilisé. Et il n'y a pas besoin de courir après les Russes dans la rue pour qu'ils s'engagent. Ils s'engagent d'eux-mêmes. 500 000 hommes se sont engagés en 2023, d'après les chiffres officiels. Donc, et c'est une réalité qu'il n'y a plus de mobilisation en Russie, alors que Kiev est sans arrêt en train de négocier des nouvelles lois de mobilisation, d'envoyer des gens, des vieux, des jeunes, les empêcher de quitter le pays. Donc voilà, il suffit de regarder avec un peu d'objectivité ce qui se passe. C'est évidemment que les pertes qui viennent sont insupportables, d'autant plus que le pays s'est vidé de sa substantifique moelle, de ceux qui sont partis à l'étranger, qui ne veulent plus rentrer, ou de ceux qui sont partis en Russie. La Russie est le premier pays d'accueil des réfugiés ukrainiens, faut quand même le rappeler. Donc voilà, il y a pas, comme disent les jeunes, il n'y a pas photo. D'ailleurs, et enfin, dernier argument, la BBC, c'est pas un agent du Kremlin, en russe, fait un décompte fouillé des pertes russes. Donc c'est-à-dire qu'ils vont dans les cimetières, ils regardent les nécrologies, les avis de mortuaires, etc., de militaires. Et donc ils font un décompte assez précis. Et de morts prouvées russes, ils estiment aujourd'hui on est à 41 000 depuis le début du conflit. Alors comme c'est la BBC, ils font un facteur x2, x3, x4 en disant que c'est forcément plus. Mais globalement, de morts prouvées,
aujourd'hui, d'après la BBC en russe, il y a Mhm. 41 000 soldats russes qui sont morts. Voilà. Donc c'est une réalité. Et côté ukrainien, encore une fois, et pour finir sur les déclarations loufoques de Zelensky, une des explications qui a été donnée notamment par un analyste russe, c'est qu'en fait Zelensky parle des familles qui sont pensionnées parce que leur mari ou leur fils sont morts, c'est-à-dire 31 000. Mais pour pas payer, l'armée ukrainienne, tout simplement, ne déclare pas les soldats morts. Il les déclare disparus ou déserteurs. Et donc, finalement, eh bien, donc ils payent pas de pension et ils ne sont pas morts. Donc, il est possible que ce chiffre de 31 000 morts ukrainiens soit en fait celui de 31 familles ukrainiennes pensionnées parce que, au moins, là, la mort, la mort de ces De la malheureux proche. a été reconnue. Mhm. Alors, Christelle, je retrouve, quoi qu'il en soit, c'est une guerre qui coûte quand même d'un camp comme de l'autre. Et la question de fond, Christiane, c'est de savoir à quand véritablement la fin, quand on sait qu'aujourd'hui l'Union européenne avec leur allié américain pense effectivement à pouvoir apporter une autre aide financière. On l'évaluera tout à l'heure avec Xavier Moreau, cette aide financière à l'endroit de l'Ukraine. Qu'est-ce qu'elle a apporté? Est-ce qu'elle n'entretient pas davantage, bien entendu, cette guerre et empêche véritablement que l'on puisse parvenir à un point d'accord, notamment sur déboucher sur la négociation. Mais de votre point de vue, est-ce que l'année 2024, avec la perspective très certainement d'un changement du côté de la Maison-Blanche, pourrait certainement permettre de mettre un terme véritablement à ce conflit? Je ne sais pas si on verra cette année. Ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Ça peut dépendre effectivement de la politique américaine. Ça peut dépendre aussi de tout un paquet de facteurs. Ça va être assez difficile de dire si on terminera la guerre cette année ou pas. Ce qui est sûr, c'est que plus l'Occident fournit de l'argent et des armes à l'Ukraine, plus elle prolonge en réalité la souffrance du peuple ukrainien, plus elle augmente le nombre de morts parmi les soldats, mais aussi parmi les civils du côté des zones qui sont sous contrôle russe, parce qu'on a malheureusement régulièrement des civils qui sont blessés ou qui sont tués par des armes fournies par l'OTAN à l'Ukraine. Ça, il faut quand même le dire. Donc, ça ne fait que prolonger de quelques mois l'inévitable. Je veux dire, comme le disait Xavier Moreau, je veux dire Boris Johnson qui débarque donc avril 2022 alors qu'un accord a été conclu entre la Russie et l'Ukraine, qui voilà fout tout en l'air et dit non mais battez-vous, vous inquiétez pas, la Russie va s'effondrer. Résultat des courses, Zelensky a même fait voter une loi interdisant de négocier avec la Russie. Et maintenant que l'Ukraine s'est enfermée dans ce cul-de-sac, en sortir, ça va pas être simple. Ça va pas être simple, parce que une fois que vous êtes enfermé dans cette logique du on ne négocie jamais, bon bah ça va se passer comment jusqu'au dernier Ukrainien. Et c'est un peu ce que je reproche beaucoup aux pays occidentaux, c'est de continuer via ces financements et ces armes à entretenir ce bain de sang qui aurait dû se terminer il y a déjà un an et demi. Et à l'heure d'aujourd'hui, on ne serait pas dans cette situation-là. C'est absolument terrible ce que l'Occident fait subir à l'Ukraine. Ils utilisent l'Ukraine comme un terrain d'entraînement. Ils ont utilisé l'Ukraine, on le sait, comme terrain d'expérimentation pour des laboratoires biologiques. Et en prime, ils sont en train avec ce financement et ces armes qui sont fournies comme ça de manière régulière, en fait, de financer et de continuer à ce que la population ukrainienne se fasse exterminer. C'est ça qui se passe. Parce que comme le disait Xavier, maintenant, ils courent après les futurs soldats dans la rue pour les emmener de force. Ils commencent maintenant à essayer de motiver les femmes à aller se battre à la place des hommes, parce que ils se rendent bien compte qu'à un moment les hommes il n'y en aura plus assez, hein. Parce que bon, il y a les morts, mais il y a aussi les blessés, ceux qui vont rester invalides. Donc ceux-là, vous pouvez pas les renvoyer combattre, hein. Je veux dire, un gars qui a perdu ses deux jambes, ça va devenir un petit peu compliqué. Donc, ce qui se passe, c'est que l'Occident est tout simplement en train de pousser l'Ukraine à l'extermination de sa propre population.
Et plus ils financent, plus ils fournissent d'armes, et puis plus ça prolonge cette extermination et cette souffrance du peuple ukrainien. Donc oui, pour moi, ils sont responsables de ça. Et alors qu'ils savent très bien que l'Ukraine ne va pas gagner, ils savent de toute façon que le résultat final, ce sera une victoire de la Russie. Voilà, il faudra donc absolument parvenir finalement à une entente cordiale entre les différentes parties. Mais quelles peuvent être, de votre point de vue, Xavier Moreau, les perspectives économiques, notamment du côté russe? Pour la Russie, en fait, la Russie, comme j'ai dit tout à l'heure, profite de ces sanctions, des sanctions qu'elle-même met pour faire ce que l'import zamechenye, comme l'a dit très bien Christelle, c'est-à-dire le remplacement des importations, et donc devenir une hyperpuissance industrielle. Et pour la Russie, en fait, c'est tout bénéfice. Je ne dis pas que c'est indolore, évidemment, qu'il y a des choses compliquées, il y a des difficultés, il y a de l'inflation, notamment parce que comme l'économie est en surchauffe, puisque donc les salaires augmentent, donc, mais c'est plutôt des choses d'ailleurs qui sont globalement positives, mais à la fin, le résultat va être tout à fait bénéfique pour la Russie. Et le problème va être plutôt pour l'Ukraine, parce que ce qui va rester de l'Ukraine va vivre de quoi? Une fois que la Russie aura, parce que je suis d'accord avec Christelle, récupéré Kharkov et Odessa, c'est-à-dire la Nouvelle-Russie, en fait, c'était de ça dont vivait l'Ukraine centrale et l'Ukraine de l'Ouest. Vous voyez les cartes des échanges internes avant Maïdan, qui avait été publiée par Olivier Berruyer sur son site Les Crises. On voyait très bien qu'il y avait une partie de l'Ukraine qui vivait sur l'autre. Et pour le malheur des Occidentaux, c'est que la partie riche de l'Ukraine, où il y a les ports, où il y a les industries, où en plus où il y a une tradition de travail, hein, le stakhanovisme notamment dans le Donbass, eh bien c'était là qu'était la richesse de l'Ukraine. Donc une fois que la Russie aura libéré ses territoires et les aura, je pense, rattachés à son propre territoire, à la fédération, ce qui restera de l'Ukraine va devoir se mettre au travail. Et ça va être beaucoup plus compliqué qu'à la bonne époque où on pouvait tranquillement piller les richesses du Donbass et de la nouvelle Russie. Donc c'est pour ça que, contrairement aux espoirs occidentaux qui espéraient une saignée démographique russe, qui espérait de provoquer l'effondrement de l'économie russe, c'est exactement l'inverse qui va se passer. Et la Russie est un pays qui a des ressources immenses. Ils ont largement de quoi, et ils le montrent à Mariupol, reconstruire ce qui a été détruit, relancer les usines. Et en fait, finalement, l'Union européenne, ou ce qu'il en restera, va se retrouver avec ce qui restera de l'Ukraine, c'est-à-dire en gros un pays balte de plus, c'est-à-dire un pays où toute la force vive part à l'étranger. Et il reste les jeunes jusqu'à 18 ans, donc ils n'ont pas l'âge de partir, et puis des vieux. Voilà ce qui attend pour moi l'avenir de l'Ukraine. C'est pas reluisant. Et encore une fois, la faute est entièrement à mettre sur les Occidentaux. Non seulement l'Angleterre avec Boris Johnson, mais également la France et l'Allemagne qui n'ont pas fait appliquer à Kiev les accords de Minsk. Et d'ailleurs là-dedans, Emmanuel Macron a une responsabilité extrêmement grave parce que quand l'opération militaire spéciale commence, même avant qu'elle commence en fait, c'est-à-dire quand le 21 février, la Russie reconnaît les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, donc on est le 21 février, il y avait encore le moyen à ce moment-là d'arrêter en disant non, non, stop, ok, on va forcer Kiev à appliquer les accords de Minsk. Non, immédiatement Washington prend des sanctions et immédiatement la France s'aligne. Et la veille, le 20 février, on le sait maintenant, Emmanuel Macron a appelé Vladimir Poutine, comme d'habitude avec une vulgarité assez incroyable, puisqu'en plus il a publié cet entretien, il était avec des journalistes qui gloussaient autour de lui, donc il a publié en juin 2022 cet entretien qu'il a eu le 20 février, la veille. Et il lui dit la veille, oui, ne te laisse pas prendre par les provocations, etc. Je ne sais pas ce que t'as dit ton juriste, mais tu ne peux pas demander... Enfin, un discours complètement abscon qui montrait à Vladimir Poutine que visiblement, il n'avait même pas lu les accords de Minsk. Voilà. Donc la responsabilité d'Emmanuel Macron dans cette catastrophe géopolitique, eh bien, elle est extrêmement importante. Mais malheureusement, comme il n'y a pas d'opposition, en tout cas parlementaire en France, personne ne l'a attaqué là-dessus. Et tout le monde est allé dans le discours, voilà, alors qu'on aurait dû lui demander des comptes. La France et l'Allemagne étaient garantes. Elles étaient garantes de l'application des accords de Minsk. Rien n'a été appliqué. Rien.
Merci à Et je vous, dirais même, si vous me permettez, je vais en finir là-dessus, le point 10 des accords de Minsk, c'est le retrait des forces étrangères d'Ukraine. Or, de 2014, de 2015, au moment de ces accords de Minsk, pardon, jusqu'au début de l'opération militaire spéciale, l'OTAN ouvertement forme l'armée ukrainienne, est représentée en Ukraine, livre des armes. Donc tout le monde, les accords de Minsk ont été ouvertement bafoués par les Ottano-Kéviens. Et donc la responsabilité en vient à l'administration Biden, à l'administration d'Emmanuel Macron et à l'administration d'Angela Merkel et finalement de Scholz. Mais Scholz, au moment du 21 février du 24, il venait d'arriver au pouvoir. Il venait juste de gagner les élections à l'automne 2021, l'hiver 2021. Donc à la limite, on peut dire, bon, il découvre les affaires, etc. Mais Macron, lui, porte l'entière responsabilité du côté européen de cette catastrophe qui a été malheureusement rendue nécessaire de cette guerre en Ukraine. Xavier Christel, on va refermer cette production consacrée, bien entendu, au deuxième anniversaire de l'opération militaire spéciale de la Russie du côté de l'Ukraine. Christel, peut-être des précisions pour sortir de cette production avec vous? Comme l'a dit Xavier, les Occidentaux portent une responsabilité extrêmement lourde. Ils ont entretenu ce conflit alors qu'ils savent que l'Ukraine ne peut pas gagner. De mon point de vue, ils ont une responsabilité extrêmement lourde pour chacun des morts, des blessés et des destructions qui ont eu lieu dans les deux pays, tant en Ukraine qu'en Russie, après les négociations d'avril 2022. Il va bien falloir s'asseoir à la table des négociations. Je ne sais pas encore de quelle façon, mais je redis ce que j'ai dit depuis le début de l'opération militaire spéciale. Plus l'Ukraine tardera à se mettre à la table des négociations et à signer un accord, et plus les conditions dans lesquelles elle le fera seront pires. C'est-à-dire, plus elle va tarder, plus elle va perdre de territoire, plus elle aura perdu d'hommes, des pertes irrémédiables. Je veux dire, on parle, je pense qu'on peut parler de manière ouverte du fait que l'Ukraine est en train de détruire totalement sa propre population. Je veux dire, on a entendu des responsables occidentaux dire qu'en gros, ils étaient prêts à faire la guerre jusqu'au dernier Ukrainien. Oui, d'accord, c'est bien mignon, mais c'est pas votre peuple. Je veux dire, c'est assez délirant. Et donc, est-ce que l'Ukraine va attendre d'en arriver là avant de négocier ou pas? Je ne sais pas. J'espère que non. J'espère que non, tant pour le peuple ukrainien en lui-même que pour l'Ukraine elle-même, parce que s'ils attendent d'en arriver là, alors la Russie ira encore bien au-delà de la Novorossia et l'Ukraine disparaîtra en tant qu'État. C'est d'ailleurs les craintes qu'expriment maintenant certains Ukrainiens. On a eu il n'y a pas longtemps l'interview d'un ancien soldat ukrainien devenu invalide après les combats. Il a perdu un œil et il dit si on continue comme ça, on va perdre l'Ukraine en tant qu'État. On va perdre l'Ukraine en tant qu'État. L'Ukraine va disparaître. Et je pense que cette prédiction est assez juste. Et c'est malheureusement ce dont j'avais averti à de nombreuses reprises, avant même le début de l'opération militaire spéciale, dans de nombreux articles d'analyse où j'avais dit, si l'Ukraine se lance dans une attaque contre les républiques populaires, une attaque contre la Russie qui viendra à la défense de l'ARPD et de l'RPL, cela se terminera par la disparition de l'État ukrainien. D'accord, merci à vous, à Christelle Nier, journaliste d'investigation et fondatrice du Donbass Insider, devenu International Reporters, qui nous permet d'ailleurs de produire cette édition. Xavier Moreau, un mot de fin pour sortir, bien entendu, de cet échange avec vous, alors que nous célébrons l'an 2 du démarrage de l'opération militaire spéciale de la Russie du côté de l'Ukraine. Je dirais que, comme en 1945, la Russie va nous offrir une victoire. C'est-à-dire qu'elle va briser l'hégémon, elle va lui montrer qu'il est beaucoup moins fort qu'il ne le pensait, que tout le monde le pensait. Et la question aujourd'hui, c'est la question que je pose à la fin dans mon livre, c'est qu'allons-nous faire de cette victoire? La Russie va nous l'offrir. Elle ne l'a pas fait pour nous, il ne faut pas rêver. Mais le résultat, c'est qu'elle va vaincre l'hégémon nord-américain et à nous de jouer. Donc, est-ce qu'il y a des forces politiques en Europe qui sont capables de rebondir sur cette victoire russe, sur cette défaite de l'hégémon? C'est ce que nous allons voir. J'espère que, encore une fois, il
il y aura des élites politiques qui surgiront non seulement en France, mais également en Allemagne. Je suis plus optimiste pour l'Allemagne de ce que j'observe. Et la question se posera de savoir ce que nous allons faire de cette victoire russe. Mais ce qui est clair, c'est que les Russes ont gagné. Ça, je pense d'ailleurs, même nos adversaires n'ont plus aucun doute là-dessus. Merci à vous, Xavier Moron. On rappelle, vous êtes auteur du livre Ukraine, pourquoi la Russie a gagné. Où peut-on très rapidement retrouver cet ouvrage qui retrace notamment les différents axes sur lesquels, eh bien, pour vous, la Russie, bien avant, bien entendu, de parvenir très certainement à une sortie de guerre du côté de l'Ukraine, a d'ores et déjà gagné? Écoutez, alors, vous le trouvez sur Amazon, sur la Fnac, vous le trouvez chez votre libraire. Vous pouvez demander à votre libraire de le commander. Moi, je suis pour faire travailler les petits commerçants. Sinon, le commander directement à l'imprimeur, thebookedition.com, puisque je suis en auto-éditeur. Et pour les moscovites, il suffit d'envoyer un message sur notre site internet stratpol.com, sur le formulaire contact, et de donner vos coordonnées, et on vous le fera envoyer, puisque j'en ai fait imprimer à Moscou également. Oui, Voilà. écoutez, messieurs, mesdames, merci d'avoir contribué donc dans le cadre de cette édition consacrée à l'an 2 de l'opération militaire, du démarrage de l'opération militaire spéciale de la Russie du côté de l'Ukraine. Xavier Moron, Christian Néant, à très bientôt. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Bon bah Christelle, bisous. Bisous. Est une expression sincère de ce qu'il pense. Monsieur le Président, merci. Le 22 février 2024, vous vous êtes adressé à la nation au sujet, lorsque le conflit en Ukraine a démarré, vous avez dit que vous avez agi parce que les États-Unis, par l'OTAN, pourraient mettre en place, et je cite, une attaque surprise contre notre pays. Et cela peut paraître paranoïaque, mais dites-nous pourquoi vous pensez que les États-Unis pourraient vouloir une attaque? Ce n'est pas que les États-Unis nous attaquaient directement, qu'ils attaquaient la Russie. C'est un talk show qu'on a ou c'est une discussion sérieuse? Voilà, c'est ça la citation. Donc c'est une discussion sérieuse. Donc comme vous avez une formation